S'il vous plaît, on va continuer. Installez-vous rapidement. Donc nous allons accueillir Christophe Beyeler, qui est aujourd'hui parmi nous. Installez-vous vite, s'il vous plaît. Donc, nous allons continuer notre étude avec l'intervention de Christophe Beyeler, qui est conservateur en chef du patrimoine au château de Fontainebleau, qui va nous parler des manufactures au service du pouvoir, Sèvres, Berlin et Vienne, au rythme de l'actualité 1800-1832. Oui, bonjour à vous. Je précise d'emblée qu'il ne s'agit pas d'un propos général sur toute l'histoire de ces manufactures, mais plus modestement d'essayer de dresser un bilan d'étape, un corpus de ce qui a pu être rassemblé, et singulièrement de pièces fabriquées par la Königliche Porzellanmanufaktur de Berlin, dont plusieurs sont rentrées récemment dans les collections, notamment, je le souligne d'emblée, grâce à la générosité de la famille Le Prince. Ce musée Napoléon Ier du château de Fontainebleau s'est récemment enrichi de nombreuses pièces à charge politique. Produites par des manufactures théoriquement dans la main du souverain, elles reflètent les prétentions de chaque dynastie, ancienne ou récente, et les rapports de force fluctuants entre puissances, soucieuses de s'affirmer ou provisoirement en retrait. À la riche collection de Sèvres, déjà rassemblées à Fontainebleau, répondent désormais 3 vases et 5 assiettes de Berlin, un vase de Naples au portrait de Caroline Murat et une tasse de Vienne au portrait de l'empereur François Ier d'Autriche, représenté en Imperator. Toutes ces œuvres délivrent explicitement un message politique. Alors tout d'abord, je ferai un bref rappel sur ce musée Napoléon Ier, abrité par le palais naguère impérial de Fontainebleau, dont vous voyez ici la grille d'entrée de la cour désormais appelée d'honneur, et qui, outre foudre et monogramme couronné du souverain, présente Technique, pardon. présente sur un des piliers une aigle empiétant un foudre et reposant sur une boule d'amortissement, qui est évidemment une valeur apotropaïque. Je rappelle que c'est ce palais impérial qui a très richement meublé. Vous avez ici la seule salle du trône subsistante au monde que connut Napoléon. C'est ce palais qui a aimanté à Fontainebleau, lors de la dation de la famille ex-impériale, la séquence chronologique liée à l'Empire.
De même, c'est à Fontainebleau demeure en continu depuis 1807 ce guéridon des saisons, un des 5 mis en chantier sous l'Empire et le seul à être resté in situ. Parmi les pièces récemment acquises, il y a bien évidemment cette paire de vases fuseaux, qui présente une anse en forme de palme de victoire, se terminant en tête d'aigle affrontée. En partie basse, sur le culot, vous voyez ces pieux, chaque soldat de la Légion romaine en portait, et ensuite formait un camp le soir arrivé, et dans des médaillons, peintes façon camée par Degaut, vous avez les profils de Jules César, et Napoléon, je le rappelle, s'identifiait à Jules César, et Jules César lui-même se rattachait, la gens Iulia plus généralement, se rattachait à Vénus. Donc on voit cette présence, cette prégnance de l'Antiquité dans ce Paris Nouvelle-Rome que tente d'imposer Napoléon. Et en pendant à ce vase au portrait de César, vous avez ce vase au portrait d'Auguste, en quelque sorte, sous les traits de Napoléon, car il y a entre les deux personnages une ressemblance réelle, existante. Si vous regardez de 3/4 arrière un buste antique d'Auguste, eh bien, vous reconnaissez le Napoléon au trait plus affaissé, plus mou qu'il a à la fin de son règne. Donc évidemment, cette paire de vases, qui est une très très grande force, nous guide pour multiplier, mobiliser ces références antiques dans une démarche mimétique, bien sûr, de ce qui exista. Au revers, vous avez bien sûr cette aigle romaine empiétant un foudre et qui est ourlée d'une couronne de laurier. Autre pièce, c'est un rappel rapide, autre pièce récemment acquise, et donc vous voyez ce tropisme de mobiliser des emblèmes politiques, eh bien c'est ce sucrier du service de Cambacérès. La forme est mise au point en 1806-1807 et pour la première fois employée pour le service offert à Cambacérès. Et en écho aux aigles de la grille, vous voyez bien sûr ces deux têtes d'aigle affrontées et qui surplombent un couvercle où la prise a la forme d'un œuf, d'où éclot un aiglon. Ce qu'on attend évidemment du rétablissement de la forme monarchique en mai 1804, c'est un héritier, et là, nous sommes en 1807, soit bien avant le printemps 1811 et la naissance du roi de Rome, éclot déjà, en esprit, en attente, en expectative, l'héritier qui sera clé de voûte du système. Parmi d'autres pièces, elles aussi françaises, récemment acquises, vous avez cette carte du Grand Empire dans son état de 1806, avec sur ces petits triangles roses autour des motifs de palmettes, stylisés et pas particulièrement signifiants. En revanche, si vous regardez, sur le côté gauche, vous avez l'île de Corse et sur le côté droit, vous avez l'île d'Elbe qui appartient depuis 1803 à la République française et donc à l'Empire français. Donc des territoires excentrés qui ne pourraient pas rentrer sur le plan, sur la carte, et qui y sont rattachés. Enfin, cette tasse et sa soucoupe, peut-être par Dagotti, qui, il n'y a pas de marque au revers, qui présente un plan de la bataille d'Austerlitz, avec sur la tasse de profil, lauré à l'antique, évidemment, le vainqueur de cette bataille des 3 empereurs, et lorsqu'on soulève la tasse, eh bien c'est comme l'aigle qui plane au-dessus du champ de bataille, qui s'est révélé une éclatante victoire. Alors, en écho à ces pièces de Sèvres ou de Paris déjà rassemblées, eh bien, j'aimerais aujourd'hui vous présenter des œuvres assez peu connues, qui c'est ce corpus produit par la Königliche Porzellanmanufaktur de Berlin, et qui permet d'illustrer les relations mouvantes, sinon chaotiques, entre la France révolutionnaire puis impériale et la Prusse, puissance par nature militariste.
Se succédèrent plusieurs phases, la guerre du printemps 1792 à la paix de Bâle de 1795, puis l'alliance recherchée par la France, du directoire puis du consulat, avec la grande puissance protestante de l'Allemagne du Nord, puis l'arrogance de la reine Louise de Prusse, aiguillonnant son mari Frédéric Guillaume III, trop confiant dans la valeur de l'armée prussienne, jusqu'à l'épreuve de vérité que fut la raclée d'Iéna le 14 octobre 1806. Puis, phase suivante, le relèvement prudent et progressif de la Prusse. In fine, l'armée prussienne fut un acteur décisif de la bataille des nations à Leipzig en octobre 1813, et le roi Frédéric Guillaume III entra en vainqueur à Paris le 31 mars 1814. Donc voyons ces assiettes. Je ne rappelle pas que la manufacture de Berlin fut fondée en 1751, rachetée en 1763 par Frédéric II. Venons-en au fait, qui est que son petit-neveu, le roi Frédéric Guillaume III, qui régna de 1797 à 1840, passionné d'uniformes militaires, se lança dans une réforme vestimentaire de ses troupes, patronna des albums d'estampes reflétant les effets de sa réforme uniformologique et commanda à la KPM ces mêmes sujets militaires exigeant précision dans le rendu des uniformes, des grades et des manœuvres. Et sur cette assiette-ci, vous voyez une scène exprimant la quintessence de l'armée prussienne, des ordres énoncés et transmis, entraînant le mouvement des troupes. Au premier plan, un groupe de 3 hommes, 2 chefs de l'armée, coiffés d'un bicorne orné d'un ample plumet blanc, s'entretiennent avec un 3e, un hussard, coiffé d'un shako et ayant à son côté gauche une sabretache au chiffre FW du roi régnant de Prusse, Frédéric Guillaume III. Au deuxième plan à gauche se dressent des tentes de campagne de couleur crème, contre lesquelles se détachent les uniformes blancs d'une sentinelle et d'un trompette, tandis qu'à droite s'ébranle une escouade de cavaliers, de lanciers à l'uniforme bleu. La valeur militaire prussienne s'affiche sur l'aile. Après le large filet d'or marquant le passage du bassin à l'aile, le marli de l'assiette est décoré d'un fond rouge où alterne l'aigle noir monocéphale de Prusse et un motif à l'or composé d'une lyre flanquée de 2 cornes d'abondance affrontées sur le pourtour d'une frise végétale stylisée à l'or entre 2 minces filets d'or. L'ordre de l'aigle noir était l'ordre honorifique suprême du royaume de Prusse, fondé par le prince électeur Frédéric III de Brandebourg le 17 février 1701, la veille de son couronnement comme premier roi de Prusse. Et à cette magnifique assiette, eh bien, peut être rapproché ce dessin qui est dû, là encore, à la générosité de la famille Le Prince. Ce dessin préparatoire, abouti et à grandeur d'exécution, présente un diamètre de 24 cm, soit la dimension même de l'assiette. On peut hésiter à savoir si c'est un dessin en vue d'exécution, comme il y en a un conservé d'un autre sujet aux archives de la KPM, et je remercie Eva Vollschläger, archiviste de la KPM, de me l'avoir communiqué, ou bien si c'est véritablement un dessin totalement préparatoire et pas d'exécution. Il est difficile de se prononcer, il y a très peu de différence. La couleur verte de l'herbe au premier plan, mais là ça peut être une question de cuisson. En revanche, il y a à l'arrière-plan à gauche un petit bâtiment qui ne figure pas sur la version de l'assiette peinte. Ce qui laisserait penser, si c'était un ricordo, il n'y aurait pas ce petit bâtiment. Du fait qu'il y ait, c'est peut-être qu'il n'a pas été retenu. Voilà, la question est en suspens, mais ce qui est extraordinaire, c'est de pouvoir réunir et un dessin et une assiette. Il se trouve que, au fil des années, cette générosité s'est échelonnée, eh bien, d'autres assiettes sont venues nourrir le propos, telle celle-ci. Alors, on va voir une série de 4 assiettes qui n'appartiennent pas à un service unifié, qui sont traitées différemment, offrant des motifs de palmettes ou de festons stylisés à l'or, se détachant sur un fond nankin, rose ou bien blanc. De même, chaque marli est traité différemment, blanc uni, à fond d'or uni, à fond d'or mat, orné d'un festonnage bruni continu, ou bien de palmettes brunies stylisées.
Sur cette assiette-ci, vous avez encore une scène militaire, et c'est un général prussien ordonnant une manœuvre. Au premier plan, un groupe de 4 hommes, tous coiffés d'un bicorne. Le général aux cheveux blancs, arborant une plaque au côté gauche et une riche fourragère d'or tressée à l'épaule droite, donne des consignes à un jeune homme en uniforme blanc qui, de sa main gauche nue, tient un ordre écrit sur un papier. Au deuxième plan à gauche attendent 2 chevaux, dont l'un est tenu par la bride par un ordonnance moustachu. Au centre se dresse un officier dos tourné, prêt à partir, tandis qu'à droite s'ébranlent l'escouade de cavaliers. C'est un thème proche de la précédente, mais qui, la précédente représentant peut-être le roi, ça permet de traduire la hiérarchie et cette transmission d'ordre dans l'armée prussienne. Autre assiette, c'est cette scène de batterie prussienne en action, commandée par un officier à cheval, sabre au clair, et manœuvrée par des canonniers, dont l'un communique le feu par une mèche mise au contact de la lumière percée dans le fût. Une abondante fumée se dégage en lourd nuage blanc au premier plan et en ligne dans le prolongement, ainsi qu'à l'arrière-plan de la scène. Et vous pensez bien que avoir une assiette prussienne exprimant l'artillerie prussienne, alors que Bonaparte, par son extraction, est un lieutenant d'artillerie, présente le point de vue et le boulet adverse, en quelque sorte. Autre assiette appartenant à cette série de générosité, et non pas de série dans la Genèse, c'est ce groupe de soldats d'infanterie française, scène démarquée d'une estampe, appartenant à un volume consacré à l'armée française, titré Französische Infanterie, relevant d'une vaste entreprise éditoriale, la Charakterische Darstellung der vorzüglichsten europäischen Militärs, publiée par l'Akademische Kunsthandlung à Augsbourg entre 1800 et 1810. Cette série d'aquatintes en couleur s'inspire des sujets de Johann Baptist Seele, peintre de portraits de formation, puis peintre de scènes de genre militaire et en fin de bataille. Le groupe de fantassins français est rassemblé autour d'un jeune officier qui les commande du geste. Il est le seul à porter un uniforme réglementaire, composé d'un pantalon, d'une veste, d'un bicorne à plumet rouge et d'un hausse-col indiquant son statut d'officier. Par contraste, les autres forment une troupe hétéroclite et dépenaillée, voire déguenillée, vêtue à la va comme je te pousse, en partie d'habits civils, l'un au premier plan à droite, portant carrément un pantalon à carreaux rapiécés et une chaussure en lambeaux. Cette représentation des soldats français semblable à une bande de pillards n'est peut-être pas très éloignée de la réalité des armées révolutionnaires et de leur héritière, la Grande Armée impériale, lorsqu'elle frappa les esprits des Berlinois qui occupèrent la ville le 27 octobre 1806. Les Français, qui portaient une cuillère dans leur coiffure, étaient moqués du nom de « Löffelgarde », garde de la cuillère, par les Prussiens, habitués à une stricte discipline vestimentaire. Et là, cette assiette-ci nous servira, dans le futur redéploiement des collections du musée, dans la salle consacrée à guerre graphique en Europe, où nous présenterons des caricatures européennes, des caricatures anglaises, espagnoles, russes, et là, sur papier, fragile, donc qui appelle une rotation, un roulement, et là, bien sûr, une assiette qui a subi une intense cuisson, elle peut être présentée en permanence. C'est donc un point très, très, très fort de cette démonstration. Par contraste, sur cette quatrième assiette, le groupe de soldats d'infanterie prussienne, des fusillés de la brigade de Basse-Silésie, est représenté comme une unité homogène de fantassins qui portent le même uniforme, composé d'une chemise noire, d'une veste verte et d'un pantalon blanc, et qui arborent à leur shako la même aigle monocéphale de Prusse. Ironiquement, les deux assiettes sont inspirées d'une même composition par Johann Baptist Seele, dont l'estampe, acquise par le Königliche Porzellanmanufaktur, est ici remployée par souci d'économie efficace avec un destin différent. Une fois, c'est à visée caricaturale contre l'armée française, et ici, en reprenant exactement la même composition, à viser un but laudateur, vantant l'armée prussienne. Alors ces pièces de porcelaine, bien sûr, s'inscrivent dans un propos plus vaste,
car, vous le devinez, le musée Napoléon Ier n'est pas spécialisé dans la porcelaine, même s'il mobilise Force Porcelaine, et ces pièces jouent notamment avec cette extraordinaire pendule en forme de monument en l'honneur de Frédéric le Grand, Frédéric II de Prusse, qui est conçu par un Français du Gers, de Montrosier, et exposé en 1806, présenté en 1806 à Paris à l'exposition des produits de l'industrie nationale. Vous avez en partie basse un meuble qui tient du socle de la console, avec un piétement en acajou massif en forme de faisceau de licteur. Le fer de hache compte à lui seul, chaque fer de hache, 12 pièces, qui ont été remontées récemment par les lustriers du Mobilier National. C'est un très très obligeant dépôt du Mobilier National. Nous ne remercierons jamais assez, et Hervé Lemoine, qui en est le président, et Thierry Sarment, qui en était le directeur du patrimoine et des collections. Tandis que, en partie haute, vous avez l'Europe, un soldat, Frédéric II expirant, Clio tendant le code Frédéric, car Frédéric était non seulement un chef militaire, un grand capitaine des temps modernes, mais aussi un législateur, et c'est à ce double titre-là que Napoléon l'admirait et voulait rivaliser avec lui. Enfin, Chronos, bien sûr, hein, dont la faux implacable fauche toute chose, y compris vous, ma chère Catherine, un jour. Ainsi que nous tous. Donc, vous voyez, il y a ce jeu entre, évidemment, des techniques différentes, des supports différents, mais à chaque fois, cette relation franco-prussienne. Pourquoi est-ce que je présente ceci? C'est que, au moment même où ce meuble est présenté à Paris, au regard des visiteurs parisiens, eh bien, les armées prussiennes, très imprudemment, se mettent en lice et sont anéanties en une quinzaine de jours de campagne à Iéna, à Auerstadt. Si bien que ce meuble, qui à l'origine était probablement conçu pour être un cadeau à la cour de Prusse, et il y a sur le côté le chiffre FW, le même qu'on a vu sur la giberne, du souverain régnant, eh bien, est resté en France, et après des circonvolutions dont je vous fais grâce, a trouvé un havre durable au château de Fontainebleau. Autre, et là, la donne est tout à fait différente. À partir du moment où les Français sont victorieux, les rapports ne sont pas les mêmes, évidemment. L'occupation par les troupes françaises d'octobre 1806 à novembre 1808 rompt le lien avec la maison, entre la manufacture et la maison royale de Prusse impécunieuse, et qui a d'autres chats à fouetter. Cela entraîne des restrictions financières et le pillage des dépôts. Le directeur, Rosenstiel, un Alsacien d'origine et admirateur de l'esprit encyclopédique de Brognard, essaie tant bien que mal de sauver l'activité de la manufacture. Dans des circonstances qu'on ne connaît pas, il reçut de probables commandes à la gloire de généraux français. Et ces commandes, alors là vous avez, ce sont deux généraux, un qui s'appelle Rivelstrotrou et l'autre Clark, qui sont beaux-frères, et Clark est un personnage très important hein, parce qu'il sera ministre de la guerre. Eh bien, cette paire de vases, qui dans la nomenclature prussienne est appelée Redensche Vase numéro 0. Je remercie une fois encore Eva Wollschläger, archiviste de la KPM, pour son extrême obligeance. Eh bien, voici ce que sont ces vases, je les décris brièvement. La base est carrée et imite un marbre noir veiné. Le pied-douche circulaire offre une subtile séquence décorative. Sur la tranche, un décor végétal stylisé forme une torsade animée de deux palmettes disposées en sens opposé et donne l'illusion d'une frise continue que souligne la légère saillie de l'or. Sur le pourtour, comme rayonnant depuis le pied central en un motif répété, des feuilles d'eau offrent un contour souligné à l'or poli et un effet d'ombre marqué sur le côté droit. Et à l'invite de mon voisin, je ne poursuis pas la description. Alors, sur les côtés, à l'aplomb des anses, apparaît un décor emblématique en brun, cerné d'un côté d'un feston de lierre, gage d'éternité, et de l'autre d'une ramure d'olivier, attribut du vainqueur. À gauche, c'est une chouette juchée sur une branche d'oiseau,
oiseau symbolisant la sagesse, lié à Athéna Minerve, déesse de la stratégie. À droite se dresse un faisceau de licteurs antiques, expression de l'autorité de l'État. Je ne résiste quand même pas au plaisir, donc je sacrifie beaucoup de choses, au plaisir de souligner ceci. Il est frappant. Alors d'abord, l'adjudant commandant Astrel, en 1804, lorsqu'il reçoit la Légion d'honneur, prête ce serment, un serment, comme tous les légionnaires, et voici notamment ce que dit ce serment. « Je jure de combattre, par tous les moyens que la justice, la raison et les lois autorisent, toute entreprise tendant à rétablir le régime féodal, à reproduire les titres et qualités qui en étaient l'attribut. » Or, ses beaux-frères, profitent de leur position à Berlin en 1807 pour afficher leur noblesse d'ancienne extraction en terre étrangère en ayant recours à des artisans prussiens relevant d'une manufacture théoriquement royale, d'un pays fortement marqué par les traditions nobiliaires, alors même que la noblesse d'empire de service n'a pas encore été officiellement instituée en 1808 dans l'Empire français. Autre vase très étonnant, très rapidement, là, ce sont des pièces qui sont anciennement dans les collections, et pour vous montrer, la carte de l'Europe est redistribuée, notamment celle de la Germanie, et est créé ex nihilo le royaume de Westphalie, dont là vous avez 3 vues. Au centre du service particulier de l'empereur, la vue de la cascade de Napoléon's EE. À gauche, une assiette du service Marly d'or, et c'est le cours d'eau qui s'échappe de la cascade, tandis que à droite, vous avez le château de Lovenbourg, qui est une ruine néogothique construite comme ruine, que vous voyez ici dans l'assiette centrale. Donc là, c'est pour dire qu'évidemment, les mêmes motifs, à partir du moment où on a dépêché un artiste, X ou un autre, communiqué par de noms ou par d'autres biais, eh bien, on remploie ces vues pour plusieurs services. Et bien évidemment, dans ce royaume de Westphalie, eh bien, Jérôme a à cœur de diffuser son image, et là, c'est la manufacture qui porte le titre de royal de Fürstenberg qui propose ces traits. Je ne dirai rien de ceci, qui est l'allégorie de l'union de la France et de l'Autriche sous le regard de l'Europe, pour montrer qu'évidemment ces enjeux germaniques ne se jouent pas simplement avec la Prusse, bien sûr. Là, c'est une manufacture française, mais vous devinez la part que l'iconographie politique tient dans le projet de musée Napoléon Ier. Et j'en viendrai tout de suite à ce vase, qui est un don de la famille, en droite ligne, de la famille Bougie-Le-Coz, apparentée au baron Lambert, qui est représenté sur la panse. Et on voit bien là que le modèle a fourni une miniature dont le cadre compte des écoinçons, qui sont cornes d'abondance liées à sa fonction d'intendant militaire et faisceau de licteurs, l'exercice du pouvoir. Il était intendant général. Et l'autre panse du vase, au mérite, la ville reconnaissante. De quelle ville s'agit-il? Il s'agit il y a un ours sur l'écu, Berlin, de la ville de Berlin, qui reprend d'ailleurs l'appellation, l'ordre du mérite, fondé par Frédéric. Et donc là, vous voyez bien que ça, c'est un cadeau de la ville de Berlin, donc payé par la ville de Berlin, à un administrateur français. On est très très loin du rôle de la KPM sous Frédéric II, où le roi de Prusse commandait pour ses propres palais ou comme cadeau diplomatique à la manufacture qu'il avait les moyens de financer. Voilà. La situation va peu à peu évoluer. On sait que la Prusse fait volte-face. Alors, je précise que le vase est offert toute fin 1812, avant la volte-face prussienne. La Prusse entre en lice contre Napoléon. C'est la bataille de Leipzig. Et vous voyez cette nasse dans laquelle est prise l'armée française. Et il y a le mot retirade pour retraite à deux reprises sur le plan. Tout cela amène les armées étrangères sur le Rhin, qu'elles franchissent, début 1814, et elles entrent en vainqueur à Paris en mars 1814. Et là, vous avez les 3 souverains, Frédéric Guillaume III de Prusse, François Ier d'Autriche, et puis Alexandre Ier de Russie. Je ne dis rien,
Alors, mon voisin va me dire, il reste 2 minutes. Je ne dis rien, il faut conclure. Je ne dis rien de ce vase de Naples, offert par la famille Le Prince, et qui est un vase au portrait de Caroline. Vous avez les attributs des arts à l'arrière, hein, fonction traditionnelle de la souveraine. Je ne dis rien non plus de cette manufacture non royale Chamberlain à Worcester, la bataille de Waterloo, et tout ça pour vous dire que, évidemment, c'est des pièces à charge historique, hein, que nous commentons. Je vous dirai un petit peu plus de ceci, rapidement, qui est une tasse au portrait de François Ier d'Autriche en imperator. Et voyez là, les artistes avaient à disposition des camées antiques, hein, à la manufacture de Vienne, et voyez la maestria pour essayer d'évoquer ces couches de pierres diverses. Et là, vous avez le Kaiser hymne, à la fois la partition en noir et les paroles écrites à l'or. Et ça, c'est une pièce qui est produite en 1824 à Vienne. À Vienne, où séjourne le petit-fils de François Ier, c'est-à-dire le fils et non-héritier en quelque sorte, le non-Napoléon II, l'ex-roi de Rome retitré duc de Reichstadt. Et donc ça nous montre bien l'Europe de la Sainte-Alliance dominante. Et il faut conclure, il y a en France, depuis 1838, c'est un envoi de Vienne en France, ce buste du duc de Reichstadt, dont le premier prénom Napoléon est nié, et qu'on appelle Franz, comme son grand-père. Et comme il faut conclure, je conclus, en parlant du futur redéploiement des collections, en écho à la salle Lendemain d'Empire des adieux de Fontainebleau au congrès de Vienne, l'Europe redessinée, où trônera cette tasse au portrait de François Ier d'Autriche. La salle L'héritier exilé et retitré du duc de Reichstadt rassemblera des objets liés à cet enfant, puis ce jeune homme, à la fois hébergé et détenu par son grand-père à Schönbrunn, mort à 31 ans en 1832. Le projet de fondation d'une nouvelle dynastie par Napoléon semblait alors se résumer à ce buste troisième grandeur que Baumgartner, directeur de la manufacture impériale de Vienne, envoya en 1838 à la manufacture de Sèvres, redevenue royale et toujours dirigée par Alexandre Brognard. Les Habsbourg régnaient alors à Vienne, l'ordre à Varsovie et Louis-Philippe Ier aux Tuileries, roi des Français par la grâce des barricades de 1830. Si une nouvelle dynastie semblait fondée, c'était celle de la branche cadette des Orléans et non celle des Bonaparte dispersés en Europe. C'était compté, sans le printemps des peuples de 1848 et les menées d'un certain Louis-Napoléon Bonaparte, élu au suffrage universel en 1848 et aussitôt appelé prince-président. Mais ceci est une autre histoire, et à ce moment-là, Fontainebleau passe la main à Compiègne, qui a pour charge d'assumer le Second Empire. Merci beaucoup, cher Christophe. C'est un sujet tellement vaste, je suis désolé, j'ai été obligé de vous brusquer un petit peu. Alors, nous allons accueillir tout de suite Lucie Lachenal, après ce panorama des grandes manufactures sous l'Empire. Lucie Lachenal est docteure en histoire de l'art, spécialiste du XIXe siècle. Elle nous propose la problématique suivante, la représentation du pouvoir pendant la Restauration à travers la production de la manufacture de Sèvres. Voilà. Merci. Donc,
la manufacture de Sèvres est structurellement liée au pouvoir, puisqu'elle est subventionnée par celui-ci. Et donc, comme on le sait, elle a traversé différents régimes politiques en participant à la glorification des souverains. Et cependant, donc, les relations qu'elle a entretenues avec les différents souverains n'ont pas été les mêmes selon les époques. Après le faste déployé par Napoléon Ier pendant son règne et la propagande particulièrement efficace menée par ce dernier, la monarchie restaurée doit inventer un discours nouveau et en rupture. Et rétrospectivement, la période de la Restauration apparaît dans la représentation du pouvoir et l'embrigadement des arts au service du pouvoir comme une sorte de parenthèse entre le récit déployé par Napoléon Ier autour de sa personne et de ses conquêtes et le récit historique de Louis-Philippe qu'il met notamment en œuvre au château de Versailles. Soutenu par la coalition des monarchies européennes à la chute de Napoléon, Louis XVIII et son frère le comte d'Artois se trouvent dans une situation fragile que les 100 jours viendront confirmer. La maison du roi n'aura alors de cesse, dans sa propagande, de construire un discours sur la légitimité du retour de la monarchie et donc de la branche aînée des Bourbons. Alexandre Brognard choisit de faire écho à travers la production de porcelaine de la manufacture de Sèvres à la propagande déployée dans les œuvres peintres et sculptées commandées par l'administration royale. Il reprend ainsi donc un certain nombre de sujets que je vais évoquer. Cependant, il faut souligner que certains thèmes qui sont présents justement dans les commandes officielles sont quasi absents à Sèvres, et notamment donc la commémoration des martyrs de la Révolution, de Louis XVI, Marie-Antoinette par exemple, Louis XVII, qui apparaissent dans des biscuits par exemple, mais de manière très marginale. Et il faut... voilà. Donc il semble même, Brognard, prendre des précautions pour les sujets qui sont prisés justement des ultra-royalistes. Donc je vous montre très rapidement cet exemple d'un projet qui n'a pas été finalement réalisé, qui avait été proposé par le peintre François-Pascal Philippine Aîné de transcrire sur plaque de porcelaine de manière inaltérable le testament de Louis XVI. Brognard ne s'engage pas personnellement à lancer le projet, il attend le retour de l'administration, retour qui tarde, et finalement le projet ne sera pas mis en œuvre, mais en tout cas qui témoigne voilà, de la prudence de Brognard face à ces œuvres qui peuvent être motivées par des convictions profondes, mais aussi une démarche opportuniste. Donc sur quelles sources on peut s'appuyer pour documenter l'articulation entre la production de porcelaine à Sèvres et la politique pendant la Restauration? Les archives donnent des indices qu'on aurait aimé trouver plus nombreux sur les rôles des différents protagonistes. Donc peu de commandes ont été officiellement passées par le roi ou l'administration. Cependant, certains documents révèlent l'intervention directe du roi, mais aussi le droit de regard de l'administration par l'intermédiaire notamment de l'inspecteur du département des Beaux-Arts, Théodore Turpin de Crissé, à partir de 1825. Donc Brognard bénéficiait malgré tout de la confiance des souverains et, comme l'a montré à nombreuses reprises Tamara Préau, donc il était maître vraiment à la manufacture de Sèvres. Donc c'est avant tout sur les porcelaines qu'il faut s'appuyer et s'intéresser autant au programme iconographique, aux styles qui sont choisis et à la taille des objets ainsi qu'à leur destination. Donc dans cette présentation, je vais vous donner donc les premiers éléments d'une enquête en cours sur les différentes manières de représenter le pouvoir à Sèvres pendant la Restauration, également sur des enjeux de pouvoir. Donc on peut constater en survolant la production de la manufacture de Sèvres pendant la première moitié du XIXe siècle, donc dirigée par Brognard jusqu'en 1847, une certaine continuité dans les objets et les schémas iconographiques qui sont proposés pour louer le pouvoir. Et certains éléments qui sont mis en place pendant le Premier Empire vont servir de matrice et de modèle également pendant la Restauration. Donc on observe une sorte de continuité et une sorte d'adaptation minime en fait dans ces cas au nouveau régime. Donc je vais passer assez rapidement là-dessus. Donc par exemple pour la célébration des événements importants de la famille royale comme les mariages ou les naissances. Donc là on peut voir que ces événements sont toujours évoqués par le biais de l'allégorie
et la plupart du temps donc dans le style d'imitation de Camée. Et donc on a une similitude dans le traitement. Donc je passe rapidement sur les portraits, puisque effectivement c'était quand même une pratique européenne. Et donc on a aussi évoqué donc dans la présentation précédente et un peu plus tôt dans l'après-midi l'importance de la représentation des paysages qui pouvaient parfois avoir une résonance politique puisqu'elle pouvait montrer des conquêtes. Donc ce n'est pas vraiment le cas pendant la Restauration, à part certains exemples emblématiques, comme cette paire de vases qui représente le château de Chambord. Donc château commandé par François Ier et qui avait été donné par Napoléon au maréchal Berthier. L'édifice se dégradait et donc la veuve du maréchal voulait s'en défaire. Et il est racheté grâce à une souscription nationale et offert au duc de Bordeaux en 1821. Et à cette occasion, donc Charles X commande cette paire de vases qu'il offre également au duc de Bordeaux et donc hautement symbolique. Donc il faut aussi remarquer que sous l'Empire, ces pièces de prestige en porcelaine à l'effigie de Napoléon et de sa famille étaient destinées au cercle restreint de la cour et des cours européennes. Et pendant la Restauration, l'instauration d'expositions annuelles des manufactures royales, où ce type de pièces furent exposées en bonne place et ouvertes à un plus large public, donnèrent à ces pièces exceptionnelles une visibilité nouvelle. Donc, à l'inverse de Napoléon qui s'était forgé un mythe, les nouveaux monarques, Louis XVIII puis Charles X, éprouvèrent une certaine difficulté à imposer une image positive et fédératrice. Et au lendemain de la Seconde Restauration, la nouvelle monarchie se cherche toujours, entre volonté de renouer la chaîne des temps et nécessité de prendre en compte certains acquis de la Révolution. La célébration du pouvoir passe alors par la mise en valeur de figures populaires et marquantes de la dynastie des Bourbons, comme Henri IV, qui suscite plusieurs réalisations à Sèvres. Donc Henri IV, c'est le roi qui est le plus représenté pendant la Restauration, aussi bien dans les peintures, les sculptures et les arts décoratifs. Donc, reprenant la légende du bon roi Henri qui est forgé au XVIIIe siècle, Henri IV est montré comme un souverain de grande stature, sachant administrer son royaume, mais aussi comme un homme proche du peuple. Et dès le début de la Restauration, un parallèle est fait entre Henri IV et Louis XVIII comme étant fédérateurs du pays. Donc les premières représentations servent à affirmer une continuité dynastique. Et donc une des premières réalisations est le déjeuner de l'apothéose d'Henri IV. Et comme l'a déjà souligné Pierre Hénès, Louis XVIII choisit lui-même les personnages qui figurent sur les sur les tasses et les pots. Et la représentation donc allégorique et le choix du camée, enfin de l'imitation du camée, est lié autant au prestige donc de ces objets qui sont dans les collections royales que donc l'adéquation avec la représentation allégorique et peut-être donc le goût de Louis XVIII pour les camées. Donc ce déjeuner est offert par Louis XVIII à son neveu le duc d'Angoulême, d'où l'importance de la célébration dynastique et qui fait écho également à une pièce produite un peu plus tôt, l'apothéose d'Auguste, d'après le grand camée de France, qui possédait une symbolique similaire et avait été offerte à la duchesse de Berry. Mais ce sont surtout en fait les fêtes données Henri IV et des commémorations qui sont organisées par le pouvoir et donc qui permettent aussi d'insister sur les fêtes populaires et plébiscitées qui rassemblent. Donc un guéridon et une paire de grands vases, donc je vais montrer rapidement également après, évoquent l'inauguration de la statue d'Henri IV sur le Pont Neuf. Donc la statue qui avait été érigée au XVIIe siècle avait été détruite pendant la Révolution et une nouvelle statue en bronze fut commandée au sculpteur Frédéric Lemaud au début de la Restauration et elle est inaugurée en grande pompe le jour de la fête du roi, le 25 août 1818. Donc les tableaux, aussi bien sur le guéridon que sur les vases, sont peints par l'artiste Jean-Charles Develly et qui mettent l'accent sur la ferveur populaire qui entoure cette cérémonie, mais également donc sur Henri IV et par ricochet sur les Bourbons.
Donc sur le guéridon, on voit une scène, donc la statue érigée et une distribution d'images parmi donc la foule. Et sur les vases, on voit véritablement la cérémonie avec l'acheminement de la statue, puis la cérémonie officielle qui est vue depuis la tribune. Donc ces scènes sont donc comme observées sur le vif, donc ce sont plutôt des scènes de genre, plutôt que des représentations historiques qui donnent une image vivante et proche des cérémonies, donc loin des représentations encamées. Donc Louis XVIII est évoqué en général par le biais de Henri IV, sinon il apparaît très rarement, et c'est surtout sur Charles X et le duc d'Angoulême que vont porter les représentations. Donc, deux événements importants de la Restauration, la campagne d'Espagne de 1823 et le sacre de Charles X en 1825, ont fait l'objet de la part de l'administration d'une mise en récit réfléchie. Cependant, donc en mettant l'accent d'emblée sur une campagne militaire et un sacre, la maison du roi se mettait d'emblée dans une position délicate dans la mesure où ces deux événements évoquaient tout de suite la comparaison avec l'Empire. Donc, la campagne d'Espagne est le seul fait militaire de la Restauration, et il y a, en tout cas pendant la Restauration, une volonté de se détacher des représentations qui avaient été conçues sous l'Empire, et d'une manière générale, dans la peinture et la sculpture, donc Napoléon, était accusé d'avoir contraint les artistes à ne représenter que des bottes, des uniformes et des shakos. Et donc, ici, l'intervention militaire en Espagne est menée par le duc d'Angoulême, et elle est destinée à remettre sur le trône Ferdinand VII, qui a été renversé par des révolutionnaires en 1820. Donc l'intervention française est rapide, ne rencontre pas beaucoup d'obstacles et est victorieuse. Donc il s'agit en fait symboliquement d'une victoire des royalistes sur les constitutionnels dans l'imaginaire, mais plus généralement donc d'une victoire qui est susceptible d'exciter et de flatter l'orgueil national, qui avait été mise à mal par l'occupation du territoire par la coalition alliée à la chute de l'Empire. Donc ici, on a une image qui est complètement allégorique et sublimée du duc d'Angoulême et de cette campagne. Donc la manufacture réalise 3 vases. Donc ici, c'est le vase le plus important avec ses anses en forme de casque et de fourreau de sabre. Donc le sujet est traité de manière allégorique. On voit donc le char de l'Espagne qui n'est plus tenu, les chevaux sont plus sous contrôle du roi, et donc le duc d'Angoulême arrête cette fuite et ramène donc l'ordre en Espagne. Donc c'est l'évocation d'une monarchie protectrice. Donc je vais accélérer, et donc je voulais également montrer que une autre représentation, encore une fois, cette fois sur des faits qui sont plus anecdotiques, qui sont représentés sous le style de scène de genre, encore une fois par Jean-Charles de Vailly, et qui contribue en fait à inspirer un pouvoir de sympathie pour le pouvoir, mais également on remarque que ce choix stylistique s'adapte à la destination des vases, puisque le grand vase est destiné au château de Saint-Cloud, tandis que la paire de vases est offerte à la duchesse d'Angoulême. Donc je voulais également faire voilà, et donc aussi je voulais dire que ces pièces sont exposées, et qu'elles sont exposées en bonne place lors des expositions des manufactures royales, puisque on les trouve au centre donc dans la pièce du milieu, au centre de la table centrale, donc ici le grand vase entouré des 2 petits vases. Et donc ce sont des vases qui suscitent à la fois des commentaires esthétiques et politiques. Donc je vais passer en fait sur la représentation du sacre, mais on a toujours en fait cet équilibre de Brognard dans la représentation, on va dire, sous forme de scène de genre, mais toujours très documentée par Jean-Charles de Villy, et une évocation sous forme allégorique, voilà, sous forme de camée. Voilà, donc
Globalement, la manufacture s'inscrit dans la propagande des arts menée par la Maison du Roi, mais elle contribue à donner aussi une nouvelle représentation de la royauté qui est plus proche du peuple, notamment par les tableaux de genre de De Vailly, qui est le peintre, comme on peut le voir, le plus sollicité pour représenter les événements possédant une portée politique. Il y a d'autres vases que j'ai pas montrés. Et donc, il y a toujours ce balancement dans la représentation. Et l'empressement de Brognard à représenter les événements du temps, donc qui sont parfois de son initiative, j'ai pas pris le temps de tout expliquer, montre également le rôle qu'il entend faire jouer à la porcelaine de Sèvres et à entretenir les bonnes relations avec le pouvoir. Et donc je voudrais conclure en fait par un autre élément, donc une autre relation de pouvoir de la manufacture, avec le pouvoir, donc qui est une légère digression par rapport à mon titre, mais qui reste dans le thème du colloque. Donc je voulais parler rapidement de cette paire de vases Médicis qui est offerte au roi de Prusse Frédéric Guillaume III. Charles X passe officiellement la commande et en fait c'est une réponse à un premier cadeau qui avait été fait par le roi de Prusse. Et donc Charles X veut envoyer des vases de même forme et de même taille pour prouver la supériorité de Sèvres. Donc là, on est vraiment dans une concurrence à la fois artistique et industrielle. Et donc Brognard divise les deux vases. Donc le sujet, c'est les attributions du département des Beaux-Arts de la Maison du Roi. Donc une mise en avant du domaine artistique. Et donc un des vases concerne les arts du dessin et on voit que la manufacture de porcelaine est représentée, en tout cas la réalisation de porcelaine. Et donc, Brognard parle du programme général de ce vase de cette façon. Il dit que ces vases représentent la puissance et la bienveillance royale honorant les beaux-arts, les encourageant en leur donnant de la force, en les réunissant dans un même temple et pour ainsi dire sous un même toit, ou dans un même faisceau pour qu'ils se prêtent un appui mutuel, qu'ils se fortifient l'un par l'autre et qu'ils acquièrent et puissent conserver l'indépendance, la vigueur et le courage nécessaires pour suivre constamment les bonnes routes tracées par les anciens maîtres. Donc là, on a quand même l'affirmation des arts et de l'importance justement de l'art de la porcelaine, qui devient l'ambassadrice à l'étranger non seulement du savoir-faire de Sèvres, mais aussi des arts français en général. Et on a donc cette mise en abîme de la fabrication de la porcelaine sur le vase lui-même. Et on remarque en fait que tout au long de la Restauration, Brognard va intégrer régulièrement les arts industriels et la production de la porcelaine en particulier dans ses programmes iconographiques. Et ce qui me paraît vraiment pas anodin, il met donc sur des grands vases, il inscrit visuellement les productions de la porcelaine et de la céramique dans un héritage ancien et noble, mais il réussit aussi, il y a aussi la production contemporaine, par exemple sur le service des arts industriels, mais il réussit aussi à associer au sein même d'œuvres qui sont destinées à la famille royale et donc à côtoyer ces membres de la famille royale, donc la porcelaine, donc ici Louis XVIII qui est représenté dans les magasins de vente de Sèvres, sur le plateau du déjeuner de l'art de la porcelaine qui est destiné à la duchesse de Berry, et également sur la tabatière du roi, sur le coffret de la tabatière du roi, où on a ce tableau qui représente les plus belles productions de la peinture historique, rendues inaltérables par le concours de la terre, des métaux et du feu. Donc là, on a clairement une affirmation en fait de la porcelaine comme un art véritable. Donc, il met en place un discours visuel sur l'histoire de la céramique, les savoir-faire de Sèvres, mais aussi sa valeur artistique. Donc un discours qui apparaît parallèlement à la mise en place du musée céramique, et il s'agit, en tout cas de mon point de vue, d'un des moyens mis en place par Brognard pour promouvoir l'art de la porcelaine et la production sévrienne en particulier, mais aussi pour construire une sorte de discours de légitimation, en particulier vis-à-vis du pouvoir. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup pour ce très bel exposé. Il y a encore beaucoup de choses à dire, mais merci infiniment. Alors, nous allons accueillir Sylvia Baricione, qui est conservatrice en chef au Wolsonian de Miami Beach. Sa communication sera dans la langue de Shakespeare. Elle est spécialiste des arts du XXe siècle.
Sylvia Baricione a été plusieurs fois commissaire d'exposition. Elle va nous plonger dans la propagande du pouvoir communiste russe après la révolution d'octobre 1917 jusqu'à l'effondrement du régime de l'Italie fasciste en 1943. Bonsoir. Je suis ravie d'être ici et je vous remercie Andreessen qui m'a invité à parler de la collection de céramique de Wilsonian. Je vais parler aussi des objets qui appartiennent aussi aux collections des musées, surtout de l'Ermitage à Vienne. Mais surtout, je voudrais expliquer que la collection de Wilsonian à Miami Beach et de Wilsonian à Gênes, Italie, Genova, est une collection qui s'occupe de l'art, des arts décoratifs et des arts de propagande. C'est pour ça qu'Anne a pensé à nous pour cette présentation. Et l'idée est de démontrer comme la propagande en Union soviétique a usé la porcelaine parce qu'il n'y avait pas assez de papier au temps de la révolution. Et puis je vais montrer à la fin des exemples de propagande italienne fasciste qui sont moins systématiques comme propagande, mais aussi intéressants quand même. I go back to the language of Shakespeare, and so first of all, the idea of the Soviet leaders after the revolution in 1917 was to use the leftovers of the imperial state porcelain in a way to educate an illiterate group masses of peasants mostly and soldiers, since paper in that period was like in a period of hunger and poverty, was in shortage. So they took the leftovers from the factory, the famous imperial porcelain factory, which was founded in 1744 by Catherine the Great, and they changed the name to State Porcelain Factory, and they used these white plates to illustrate their ideas. So we have the first example I wanted to show you is in a plate by Sergei Shekonin. He was the one who was asked to start this new parcours of the ceramics in Russia, and he. As you can see, he was also an illustrator, a designer, and a decorator, and he used in his representation a kind of combination between folk art, classical tradition, and
in the modern language. So here the title is A Struggle Gives Birth to Heroes, and means, and it's the celebration of the class struggle. You can see in the back of the plate the new symbol of the state porcelain, which is the sickle, the hammer, and the cogwheel. Designed by Alexis Caron. So the mark was, as you can see in the next, not here. So there was a mark on the back of the new symbol of the state porcelain factory, and in the same time the mark of the emperor, of the Tsar actually. So this is another plate by Chekonin that represents the star, and there is this use of the red banner, which naturally represents like the festivity of this hope that was given by the revolution, Bolshevik revolution. Chekonin naturally invited many artists and illustrators of his circle to design new plates, and among them was Lydia Vicez-Zanina, who was his wife. And you can see here the drawing and the original plate. Naturally, the symbol of wheat, of the sickle, they come back, and you can see here, like always, like the influence of more folk art. Another plate where you can see both the symbol of the hammer and sickle and the mark of the Tsar. Was designed presumably by the two sons of the Lydia Vysotsevina, who where it's an attribution, because actually the two Piotr and Georgi were teenagers, so it's more probable that they were just listed in among the artists so that they got food coupons during those years of the Civil War. But probably the real design was made by their mother. And here again, the celebration of the Civil War through the use of lettering and these symbols of flames. So among the artists that Chekonin invited, there was Kandinsky. So this is a drawing from the Hermitage. Naturally, I don't include it among the propaganda ceramics, but I just wanted to put him among the artists who worked for Chekonin. And this is a more typical example, like the power given to the worker. The worker is the master of the land, and again, we don't know much about this painter. Many were women, and it's very interesting to think that in those years, these artists, they felt that even it was, they had to work with gloves, without, there was no food, but they felt part of this great enthusiastic revolution, like this change of the world. And so each of them had great souvenirs of those days. This is a plate by Adamovich, one of the most interesting artists invited by Chekonin. It represents like the third, like long live the third international. Third is represented in the middle. It represents the Comintern, which was created by the after the revolution as a group of Bolshevik parties. Actually, it was it included mostly. I mean, it was a way for Russia to control the socialist, the international socialism.
And this other example by Rudolf Wilde, another artist who was interesting, and also particularly interesting because he was already active from 1905. So he was already active at the times of the imperial ceramics. Here you can see the lettering is in German, victory for the workers. And it's normal because German was the language of Karl Marx, and Lenin hoped in a European German revolution that was then defeated. Like this idea was not more possible after the murder of Karl Liebknecht and Rosa Luxemburg in the revolts of 1918. But you can see here like the influence in the language of like a more international Art Deco idiom. Naturally, the moment when this kind of agitprop porcelain became very successful was at the Exposition des Arts Décoratifs in Paris, 1925. The pavilion was designed by a constructivist architect, Melnikov, and inside there were the cover of the catalog, of the Russian catalog, was designed by Rodchenko, so a lot of constructivist artists. But in the meantime, inside there were displayed these porcelains, which were much more like a reinterpretation of the traditional language. And you can see images like the portrait of Lenin, the star, that you can see in this plate, again by Adamovich, the use of gold, which is like the gilded use of decoration, which comes from the imperial tradition, and you can see the repetition of symbols of work in the frame. So Adamovich was an interesting figure. He was part of the Red Army and started to work for the porcelain state factory in 1922 after the revolution. Other examples here, you see the portrait of Lenin. The portrait of Lenin in this other plate by Adamovich. The portrait was made by Nathan Altman and was used then in many propaganda images of Lenin. You can see here that the two-headed eagle symbolizing the Tsar is covered by the star with a hammer and sickle. And so this was a plate which was presented in Paris, as you have seen, and all these ceramists of the state porcelain factory got the gold medal. You can see here the same shape that we've seen before by Ceconin, and these small figurines by Natalia Danko. She was like the head of the ceramic, of the sculpture ceramic section. You can see here like the woman like sewing the red flag, and she was really created at least 300 types representing like the modern jobs of after the revolution. And actually a lot of emancipated women. Another interesting artist was Alexandra Chekotikina Potskaya, that again she was influenced by folk art, but also by book illumination and also embroidery, and again a representation of the 8th Congress of the Soviet, which took place in 1918 with the representation of the bell ringer, and here an accordionist. So she had like this more folk cote that is very typical of Alexandra.
So one of the main themes was naturally the like the celebration of agriculture, like the modernization of agriculture, from the plug to the new tractors. You can see in the upper part, the same here. You can see like the modern world, the hope given by the Soviet revolution with the new tractors instead of like the old plugs. And it's the same motive that you can see in a poster by Dmitry Moore, one of the main designers, because still some posters were created in those days. Another artist very like active was Trifon. Well, I don't remember. Also because sometimes they're really unpronounceable. Podryabinikov. In this case, you have like this, the image of the worker like women and men with this very proud attitude, and then in the back the city. This example is not painted as the others, but it's airbrushed with using a stencil. And it's interesting, it's attributed to Lavinsky, who made this poster for the famous Potemkin battleship by Eisenstein. We're not sure that it's him, but it's interesting to see the relation with this Italian vase, which has like this futurist celebration of the airplane, a typical motif of futurism paintings and ceramics. But what we looked and what we have mostly at the Wilsonian is like this propaganda ceramic that looks at the past, like a modernization of traditional motifs, while what we are very familiar is also the suprematist ceramics. It was Malevich who in 1923 donated to the state porcelain factory this drawing, and then it was reproduced in the ceramics. So this use of suprematist abstract motifs. You can see it also in this very famous city service by Malevich, which is a combination of volumes, very modern at the time, became very popular in the 1980s and was redone because the factory naturally is still active. And you see here some examples. Ceconin used also not just the primary colors, but also more nuances. You can see the use of lilac, and Chasnik the same. I would like to just to show also the work of Eva Zeisel. It's from the Cooper-Hewitt collection. It's very interesting because Eva Zeisel is known for her mid-century ceramics, but she started after Hungary and Germany. She was part of the factory, of the Lomonosov factory. That was the name that became known from the name of a famous scientist from the 19th century. You can see here like the modernity of the shape, but the use of more very figurative representation, which is influenced by the socialist realism that Stalin promoted. And you can see here Stalin promoted in celebrating their the first flight from Moscow to Siberia. Just to show you briefly, like this celebration of the leader, this was Mussolini. This is not a porcelain, but it's a earthenware. There was a promotion of the image of Mussolini, like companies were invited to promote him,
And here you have a representation of Mussolini as St. George killing the dragon of the sanctions when the League of Nations gave sanctions to Italy after invading Ethiopia. The representation of Mussolini as a continuous profile done for the celebration of the 10 years of fascist revolution, a more futurist representation of the March of Rome, of fights, and then a more traditional representation of the Italian Boy Scout, the Balilla. You have it here more like looking at the Renaissance tradition, while here more as a kind of figurine by Lenci, made in Turin, and again, like this is a more futurist representation. Just 2 words about futurism and ceramics. As you know, the futurist movement supported fascism, and you can see here, like in these honey containers, the symbol of the fascio, of the Italian fascio, and then specifying that it's Italian honey. And this is a tea set by, a set of 12 plates by Acquaviva, representing the life of Marinetti and his involvement with the fascist movement. You can see like the identification of F for fascism and futurism. And so I would like to finish with this ceramic by Dulgerov that in a way connects us to the research in the shape by Malevich. So in a way, just to see like that there were connections between futurism in Russia and futurism in Italy. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je vais inviter tous les participants de cette session à me rejoindre pour les questions, parce que je pense qu'elles seront assez nombreuses. Thank you so much. Voilà, alors nous avons découvert un panorama de la propagande du règne de Louis XVI jusqu'au XXe siècle. Et donc, y a-t-il des questions ? Moi, j'aurais une question à l'ensemble à peu près des intervenants. D'abord, j'ai trouvé tout ça très intéressant, mais extrêmement dense en informations. Et en fait, ma question, c'est sur la destination de ces pièces. En fait, on a parlé beaucoup de cadeaux diplomatiques, mais en dehors de cadeaux diplomatiques ou de commandes familiales, quel était l'usage fait vraiment de ces pièces? Est-ce qu'elles étaient purement démonstratives? Est-ce qu'elles étaient utilisées? Est-ce qu'on sait quelle était la clientèle finale de ces productions? Alors, je vais peut-être commencer en disant que c'est plutôt pour le XVIIIe siècle et le XIXe siècle par un art de cour. Je ne sais pas ce qu'en pensent les intervenants d'aujourd'hui. Et puis ensuite, pour le XXe, ça s'imprègne dans finalement beaucoup plus toutes les couches de la société, cette propagande. Mais je ne sais pas ce que vous en pensez. Pour le service de Louis XVI, par exemple, de 1783 et années suivantes, le service à décor mythologique, Geoffrey de Bellaigue l'a examiné et il a vu que les assiettes n'ont aucune trace de coup de couteau ou quoi que ce soit, et donc c'est purement symbolique. Et d'autant plus, Geoffrey disait que vous imaginez d'essayer de manger dans une assiette avec une scène de meurtre mythologique absolument épouvantable, c'est pas très appétissant. Et dès l'origine, la plupart de ces objets de grand luxe sont des objets de représentation et la céramique plus
enfin, plus simplement décorée est utilisée, alors que la céramique très richement formée et décorée est plutôt quelque chose pour décorer les palais et être le symbole de différentes choses. Je pense que Christophe est d'accord avec moi. Moi, je dis pour la période révolutionnaire, alors c'est un petit peu à part, moi je dis ça concerne très très peu de pièces. Donc il y a des nouveaux acheteurs, alors il y a Rebelle, on a dit Cambacérès, etc. Donc c'est une clientèle très très exclusive, hein. Il y a peu de pièces à décor patriotique. Donc moi j'en ai compté dans les archives 600, donc ça représente pas grand-chose. Mais c'est après la Révolution qu'on voit que finalement le directoire va acheter, va se procurer des pièces à Sèvres parce qu'elle n'a plus de vaisselle, donc elle prend tout finalement. Donc pour repeupler, enfin oui, réameubler tous ces trucs. Mais je pense que Je voudrais dire seulement, parce que j'ai oublié, que la porcelaine soviétique, c'était aussi vendu à l'étranger et était usé par les ambassadeurs. Et c'était un mode pour, pour gagner de l'argent pour le nouveau État bolchevique. J'ai oublié de le dire. Moi, j'en rajouterais peut-être 2 mots par rapport à la restauration. Effectivement, toutes les porcelaines que j'ai montrées étaient destinées à la famille royale ou aux châteaux royaux, donc plutôt dans un esprit voilà, symbolique. Mais je crois que quand même les expositions qui sont de plus en plus régulières pendant la restauration, sans changer enfin, l'usage de ces objets, les rendent visibles à beaucoup plus de monde et enfin, ça rentre en compte quand même, je pense, dans une fonction démonstrative voilà, encore renforcée. Y a-t-il d'autres questions? Je suis sûr que vous n'osez pas. pour revenir à la question précédente, j'ai repéré une tasse justement à décor patriotique qui porte une petite inscription à la main. C'était une tasse qui avait appartenu à Joséphine et qu'il avait donnée à son valet de chambre Constant. Donc quand même une porcelaine révolutionnaire qui passe vers Joséphine, qui le donne à son valet de chambre. Voilà. Par exemple, un autre exemple de circulation des pièces. Voilà. Alors moi j'aurais, John Whitehead, une question pour vous et j'aimerais aimer avoir votre avis par rapport donc au comte d'Angivilliers qui a vraiment été le mentor de Louis XVI, mais finalement est-ce que vous pensez que le souverain appréciait réellement le goût arabesque? Peut-être le meilleur moyen de savoir s'il appréciait le goût arabesque, c'est de prendre compte de la paire de vases qu'il avait dans le cabinet des dépêches, qui est tout de même qui porte un décor du même genre que celui de la laiterie de Rambouillet, mais qui est beaucoup plus riche. Et alors on revient aussi à la question de la laiterie de Rambouillet. Vous avez tous entendu traditionnellement qu'on appelle ça la laiterie de la reine, mais depuis quelque temps, Christian Boulez et d'autres spécialistes commencent à se dire que c'est peut-être plutôt la laiterie du roi. Marie-Antoinette avait eu une laiterie à Trianon, très peu de temps avant, 1 an ou 2 avant, et le projet de Rambouillet est vraiment un projet pour Louis XVI personnellement, et non pas pour Marie-Antoinette. Le panneau laiterie de la reine au-dessus de la porte a été mis sous le Second Empire, je pense, et dans les archives de Sèvres, il y a très peu de références. Il y a 2 références où ça dit laiterie du roi à Rambouillet et une 3e où ça dit laiterie de la reine. Donc, je pense que d'Angivilliers encourageait le goût de Louis XVI pour le style arabesque, parce que le style arabesque, c'est-à-dire, il y a 2 phases à Sèvres à cette époque-là du style arabesque. Il y a la première phase en 1782 avec le service arabesque, et puis La Grenée reprend les mêmes motifs qui viennent
du livre des loges de Raphaël et en rajoutant les siennes. Donc c'est un amalgame arabesque et je pense que comme vraisemblablement le décor arabesque a été copié des livres qu'avait Louis XVI dans sa bibliothèque personnelle, qu'on peut peut-être dire que Louis XVI appréciait, même si finalement, malheureusement, il n'a jamais eu livraison du service arabesque. Voilà. Merci beaucoup. Alors, y a-t-il d'autres questions? Sinon, moi, j'aurais aimé aussi, cher Christophe, saluer, je pense, le rôle essentiel de nos amis du château de Fontainebleau qui vous soutiennent aussi régulièrement, je pense, pour toutes les acquisitions que vous nous avez montrées tout à l'heure. Voilà, donc on organise souvent des visites avec eux. Ces associations sont complémentaires, elles aiment la céramique et on aime le faire partager aux autres. Voilà. C'est un concours de bonne volonté. Ne vous sentez surtout pas non sollicité. L'un d'entre vous fait tout récemment une proposition et voilà, il est bien que dans un don, dans les cartels, on dise évidemment la donatrice, mais aussi on essaie de faire comprendre son intérêt. Par exemple, une tasse, pardon, un pot à lait qui représente l'entrée d'Henri IV à Paris, scène qui se passe en 1593 et qui a été peinte par Gérard pour son grand tableau en 1817, lequel grand tableau est emmené à Reims en 1825 pour le Sacre, et se trouve reproduit sous forme très réduite. On passe de quelques mètres à quelques centimètres. Eh bien, et j'essaie de conclure enfin, cette scène, représentée sur ce pot à lait, qui est une référence à la tige de la maison de Bourbon, auquel se rattachent évidemment les descendants. Eh bien, cette tasse a été offerte, ce pot à lait, a été offerte par Juliette Glickman, qui a fait sa thèse sur les références du Premier Empire mobilisées ou non par le Second. Et le cartel précise du coup Juliette Glickman, virgule, historienne des idées politiques. Il y a un parallélisme dans le centre d'intérêt et l'objet même de l'étude. C'est pour ça que le jour où nous aurons un don de John Whitehead, le cartel sera aussi long que l'objet. Parfait, merci. Eh bien, écoutez, c'est vrai que la propagande était un sujet très dense et je crois que nous n'avons abordé malheureusement qu'avec un saupoudrage toutes ces idées. Et donc, je vais céder la parole maintenant à Anne Dressen qui va nous présenter la mallette pédagogique, voilà, à deux voix, pour conclure cette belle demi-journée. Merci beaucoup. Bonsoir, merci d'être resté jusqu'à maintenant. On est très, très heureux de pouvoir évoquer, de pouvoir donner à voir ce projet qui est donc lié à l'exposition Les Flammes qui s'est tenue l'hiver dernier au Musée d'Art Moderne. Alors, je ne sais pas s'il fait vraiment partie de cette session propagande, même si il est évidemment lié au programme culturel de l'exposition. En tout cas, pendant que Clovis Maillet et Natsuko Oshino s'installent, donc voilà, c'est un projet de médiation expérimentale dit de la mallette pédagogique, liée à l'exposition Flammes, qui fut conçue donc avec Clovis Maillet et Natsuko Oshino, deux artistes qui enseignent à Talm, au Mans et à Angers, ainsi qu'en Suisse, tous les deux.
Et c'est fut vraiment une collaboration tout à fait intéressante. C'est conçu comme une exposition mobile, vous allez voir, à partir de, voilà, comme une exposition miniature, à activer en dehors du musée, vraiment hors les murs. Et surtout, c'est un projet qui permet de, voilà, véhiculer l'exposition. En dehors de sa durée, c'est-à-dire sans date de péremption, si j'ose dire. C'est l'intention de cette mallette, c'était de s'adresser au public qu'on appelle parfois empêché, donc éloigné de la culture, socialement, culturellement ou temporairement. Donc ça peut être voilà, des actions qui peuvent être menées dans des prisons, dans des hôpitaux, à destination d'enfants aussi, voilà, atteints d'autisme, de personnes âgées atteintes d'Alzheimer, etc. Et c'est vrai que ça nous semble intéressant de penser ce type de projet du fait du médium même de la céramique qui nous parle à toutes et tous. C'est vraiment, voilà, quel que soit voilà, son bagage culturel, finalement, on a toutes et tous un rapport à la céramique. Et il se trouve que la manipulation de la terre est aussi, voilà, des vertus thérapeutiques tout à fait indéniables. Donc cette valise s'inspire du chant, de la boîte en valise, mais aussi voilà, de projets comme des objets relationnels de Lygia Clark. La mallette que vous apercevez donc là renferme des objets en céramique qui évoquent plusieurs pièces donc de l'exposition Flamme, qui sont des objets qui ont été chinés ou qui ont été recréés par Natsuko et Clovis. Ce sont tous des objets à échelle 1, ça c'est important de le dire, donc tous fonctionnels. Donc il peut s'agir d'inettes, de jeux d'enfants, de sifflets, etc. Donc, ce n'est pas des réductions, mais vraiment des objets à échelle 1. Et certains ont été aussi reconstitués en reprenant vraiment les techniques initiales, et notamment la Vénus de Dolny, Vénus de Dolny-Vestonice, qui est la plus ancienne céramique connue, qu'on ne pouvait pas avoir dans l'exposition, mais qui a été recréé par Clovis. L'idée est aussi, et vous êtes tout à fait invité après cette démonstration à venir manipuler les objets. La dimension tactile est aussi tout à fait importante et lors des ateliers, voilà, les participants évidemment touchent et se rendent compte aussi des différences de texture. Ça, c'était tout à fait important. Il y a aussi des reproductions photographiques d'objets de l'exposition. D'ailleurs, là, on voit le bol saint qui nous avait été prêté par Sèvres. On en était très reconnaissants. Donc des grandes cartes qui permettent aussi des constructions, de faire des associations, des jeux, voilà, de relations entre les pièces, de créer des espaces, des cloisons. Et le texte au dos de ces cartes ont été écrits par Clovis Maillet, qui va en faire une lecture, et c'est inspiré, c'est des textes écrits, en fait c'est comme si les objets s'exprimaient à la première personne, et ça c'est vraiment inspiré de, voilà, des inscriptions qui étaient sur les vases grecs notamment. Donc voilà, toute une myriade d'activations possibles, des associations possibles entre les objets, les cartes, autour des questions de technique, autour des questions d'usage, mais aussi des associations de couleurs, enfin, voilà, selon les âges en fait, des participants. Mais je vais voilà, laisser maintenant la parole et la place pour cette activation à 4 mains et 2 voix. C'est peut-être Skythès qui m'a fait. Les potiers grecs signaient parfois leurs vases en écrivant qui les avait réalisés. Mais moi, je ne suis pas signée. Je n'ai qu'une inscription, Kalos, beau au masculin, qui renvoie à la beauté des hommes comme à celle des vases. Les vases anthropomorphes antiques représentent souvent des satyres, des femmes grecques, des hommes africains.
parfois des dieux. Les Athéniens ne définissaient pas les personnes en fonction de leur couleur de peau, mais plutôt en fonction de leur appartenance à la citoyenneté, pour les hommes, ou à l'altérité, pour les femmes et les non-grecs, voire les esclaves. J'associe le visage d'une femme grecque à celui d'un homme à la peau noire, sans doute parce que je contenais des essences venues d'Afrique, des parfums qui auraient été plutôt utilisés ou transportés par des femmes. Attribué à Skytès. Vous me croyez sûrement être l'œuvre d'un coloriste abstrait du milieu du XXe siècle. Me croyez être un commentaire sur l'art d'essuyer ses pinceaux sur un vase en porcelaine. C'est pourtant un potier ou une potière du XIXe siècle qui m'a fait. S'était-il ou elle amusé à souffler des émaux sur mes flancs après la cuisson très chaude de ma porcelaine pour faire des essais de couleurs avant de me remettre au four? S'était-il ou elle dit qu'il ou elle pouvait faire un vase à partir des restes de couleurs utilisés sur d'autres céramiques plus conventionnelles? Suis-je une vision du futur, depuis des temps reculés, ou un accident de parcours qui paraît anachronique a posteriori? Vous pouvez encore m'imaginer et me réinventer. J'ai été en tout cas exposée au pavillon chinois de l'exposition universelle de 1900, et mon collectionneur, Émile Guimet, a ensuite créé le musée où je réside aujourd'hui. Une potière m'a fait en Chine, dans les manufactures de l'empereur Qianlong. Je suis faite de porcelaine, une technique que les Occidentaux m'ont longtemps jalousée et qu'ils ont cherché à imiter par approximations successives. Au moment où je suis tournée, on venait enfin de trouver un gisement de kaolin en France, ingrédient essentiel à la réalisation de céramique aussi dure que moi. Je suis un vase aux 1000 fleurs. Je semble déborder de liserons à fleurs violettes, de dahlias, de lys, de nénuphars. Les fleurs qui mordent sont si finement ciselées dans des couleurs si éclatantes que vous peinerez à imaginer comment elles se sont déposées à ma surface. Je fus revêtue de couvertes, une glaçure translucide, avant d'être cuit à plus de 1300 degrés. La potière ou le portier déposa ensuite sur mes flancs du pourpre de Cassius, un chlorure d'or, un jaune d'antimoniate de fer, un vert d'oxyde de cuivre, un orange issu d'oxyde de fer mélangé à de l'émail au plomb et de silice, avant de me replacer au feu de moufle à l'abri des flammes, à une température modérée de 800 à 850 degrés. Les fleurs que vous pourrez déposer en moi seront pâles, à côté de celles que je porte déjà à ma surface. Des artisans qualifiés de l'atelier Candler de la manufacture de Meissen m'ont façonné, émaillé et cuit dans les années 1740-1750. J'existe grâce à la découverte de Johann Friedrich Böttger. Depuis le retour de Marco Polo à la fin du XIIIe siècle, tout l'Occident cherchait à imiter la porcelaine chinoise qu'il avait rapportée. 5 siècles plus tard, Böttger a découvert un gisement de terre blanche appelé kaolin, en référence aux collines hautes, Kaolin, d'où elle provenait en Chine. Et avec lui, j'étais née, je n'étais possible que grâce à ce minéral qui cuit à haute température, avec le feldspath comme fondant et du quartz pour faciliter la vitrification. Au sein de la manufacture de Meissen, fondée par Böttger en 1710, on fabriquait beaucoup d'ensembles comme moi pour décorer les tables, les intérieurs, d'abord d'inspiration asiatique, puis dans l'atelier de Candler, inspiré par la littérature italienne, et montrant parfois Harlequin, espionnant les amours de Colombine et Beltrame, en profitant pour soulever les jupes de la jeune femme. Je suis un médaillon
réalisé à la demande de la Société des Amis des Noirs par la Manufacture royale de Sèvres, ce qui peut surprendre au premier abord parce que l'esclavage était alors légalement institué par la France. Je fus conçu juste avant ou pendant la Révolution française, en biscuit de porcelaine tendre. Je représente un homme esclave enchaîné, les mains en prière, un genou à terre. Je suis inspirée d'un sceau abolitionniste créé au Royaume-Uni en 1787. L'esclavage a ensuite été aboli à Saint-Domingue par la révolte des insurgés et son abolition fut généralisée par un décret français en 1794, le 16 Pluviose an 2, avant qu'il soit rétabli par Napoléon sous l'Empire et maintenu jusqu'en 1848. David Drake, dit Dave le potier, m'a fait. David Drake travailla sa vie durant en tant qu'esclave au sein des usines de poterie possédées par ses maîtres successifs à Edgefield, en Caroline du Sud. À une époque où la plupart de ses pairs étaient maintenus analphabètes et par là contraints à l'anonymat, Drake apprit à lire et à écrire. Il signait et datait ses cruches, sur lesquelles il gravait aussi parfois des poèmes courts au style acéré. Le premier qu'on l'on ait trouvé portait l'inscription « Put every bit all between, surely this jar will hold 14 ». Sur un autre pot, on lit une réflexion humaniste. « I wonder where is all my relation, friendship to all and every nation ». Après la guerre civile, David devint un homme libre et prit le nom de Drake, qu'il avait fait travailler à la poterie. L'artiste Theaster Gates lui a consacré une exposition au Milwaukee Art Museum en 2010, cherchant à réévaluer l'histoire trop blanche de la poterie moderne, qui négligeait le rôle de la tradition afro-américaine. Aujourd'hui, ces jarres à l'humanité poignante constituent un rare témoignage de cette époque funeste. George Orr Maffett, c'est un potier un peu excentrique, fils d'émigrés alsaciens arrivés aux États-Unis vers 1850, qui a pris la céramique auprès de Joseph Meyer à la Nouvelle-Orléans. Il s'était autoproclamé potier fou de biloxie et produisait des pièces nombreuses et variées, la poterie utilitaire aux expérimentations les plus étonnantes, d'argile rendue aussi fine que le papier. Les formes amollies, déformées, extravagantes, à la limite du déséquilibre, les émaux virtuoses font rétrospectivement de moi et des autres poteries de Orr une révolution dans la production de l'époque. Orr était bien conscient de son talent et de son originalité. Il portait aussi une moustache extravagante. Et il souhaitait que son œuvre soit conservée dans un musée. Devant le désintérêt de ses contemporains, il scella sa collection en 1918 avec instruction de ne la rouvrir que 50 ans après sa mort. Quand il fut redécouvert, Andy Warhol et Jasper Jones ont fait de lui une figure moderniste majeure, annonciatrice du funk art. Le musée Orr O'Keeffe dans le Mississippi, construit par Frank Gehry et dédié à son art, a ouvert en 2010. Peter Voulkos m'a fait. Je suis juste un pot avec un couvercle. Je suis fait d'un grès que vous pouvez trouver bien modeste pour une œuvre importante de la céramique d'après-guerre. Et mes émaux semblent appliqués d'un geste nerveux
Je suis le fruit d'une étrange rencontre. Ma technique reprend celle qui était utilisée par les Japonais dans le mouvement appelé Mingei, qui avait réactualisé des savoir-faire artisanaux et vernaculaires. Le sculpteur qui m'a tourné était un temps l'assistant du fameux Shoji Hamada, potier et trésor national japonais qu'il avait rencontré à la Hachi-Bray Foundation. Voulkos avait emprunté certaines méthodes et le goût des poteries utilitaires. Mais mon potier était aussi un homme sculpteur de l'après-guerre aux États-Unis. À cette époque, il était bien vu de faire un art puissant qui demandait une force physique et une gestuelle ultra expressive comme en peinture. Il valait mieux être un homme torse nu, exhibant une virilité créative, les mains dans la matière. Mon potier sculpteur était tout cela à la fois, et je suis autant le produit de cette virilité débordante qu'une allusion à un simple pot dans lequel rangeait des provisions pour l'hiver. Nikki Green m'a assemblé à partir des briques restantes du four de l'artiste Peter Voulkos. Elle m'a appelé swaddle, maillot, en référence à l'emmaillotage qui servait sous l'Ancien Régime à structurer et endurcir le corps mou des enfants. Ma sculptrice enseigne à Berkeley, dans l'atelier fondé en 1959 par l'expressionniste abstrait Peter Voulkos. Cette œuvre est une réparation, une réinterprétation souple des briques du four de l'homme sculpteur, souvent décrit comme machiste. L'artiste Nikki Green se décrit à contrario comme une brique molle, les briques renvoyant en anglais aux personnes trans qui ne passent pas dans leur genre d'identification. La mollesse et la fluidité de genre caractérisant les nouvelles générations trans ou non-binaires qui refusent d'être définies comme un homme ou une femme. Si vous souhaitez donc regarder de plus près, bien sûr, n'hésitez pas. Mais sinon, il y a une visite des collections. Voilà, donc descendons. Et le cocktail sera ouvert à 19h15. Voilà, merci.